Radio J. L'émotion de Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle. Bonjour Elisabeth. Alors vous venez parler de flûte à bec. Eh bien vous êtes devine parce que figurez-vous qu'il en est question, parlons dans ma chronique, j'en bafouille. Donc dans cette chronique, Elisabeth, on va parler d'artistes que vous aimez. On commence en musique. Alors si vous nous avez confié écouter beaucoup de classiques en ce moment, on va évoquer un artiste qui vous parle. Un jour en interview, quand on vous a demandé quelle personnalité disparue vous aimeriez ressusciter, vous avez répondu David Bowie, ajoutant, je vous cite, « Ces chansons ont fait partie de ma vie et là, en parlant de lui, j'ai encore une petite émotion. » On va y revenir. Alors c'est peut-être pas la personnalité, on ne sait pas avec qui vous êtes sorti, non, c'est pas lui. Ah non, hélas. Oh là là, il est beau. Alors David Bowie, sa carrière, tout le monde la connaît, mais ses débuts peut-être un petit peu moins. Et il y a deux anecdotes assez incroyables autour des débuts de David Bowie, justement. La première, elle se passe en 1955. Le petit David a 8 ans, ses parents l'inscrivent à la Burnt Ash Junior School, dans une banlieue de Londres. David est déjà féru de musique. Grâce à la collection des 45 tours de son papa, il fait partie de la chorale de l'école. Oui, mais voilà, sa voix est jugée juste passable par ses professeurs, de grands visionnaires. Pas de quoi décourager le petit David, qui se distingue alors des autres élèves par un certain talent, c'est incroyable, pour la flûte à bec. Ah ouais ? La flûte à bec a été le premier instrument joué par David Bowie. Oh, le petit chat. Voilà. C'est pour ça que c'est... Donc j'ai trouvé la coïncidence assez rigolote, c'est parce que drôle. vous parliez de flûte à bec il y a quelques secondes. Oui. Et puis autre anecdote assez incroyable, en 1962, alors que David Bowie n'a que 15 ans, il se dispute avec son ami George Underwood. Ce dernier lui met un coup de poing dans l'œil gauche. Malgré une opération et 4 mois d'hospitalisation, les médecins ne parviennent pas à guérir totalement l'œil du jeune David. Résultat, David Bowie conserve une pupille perpétuellement dilaté, ce qui donne l'impression que ses yeux n'ont pas la même couleur, une particularité physique qui deviendra un signe distinctif et qui vient donc d'un coup de poing. Et pour la petite histoire, c'est ça qui est encore plus incroyable, David Bowie restera en très bon terme avec son agresseur, puisque par la suite, George Underwood, qui lui a donc fait ce cocard à vie, concevra plusieurs pochettes de ses albums. Ah, eh ben, dis donc, il n'est pas rancunier, on est d'accord. Classe, ce bonhomme. Et puis finalement, c'est devenu un de ses atouts, on va dire ça comme ça, c'est devenu sa marque de référence à David Bowie. Donc du coup, finalement, parfois, les choses sont bien faites. Vous disiez que David Bowie donc, avait fait partie de votre vie et qu'il vous provoquait de l'émotion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus quand même, Elisabeth Buffet ? Non, mais c'est vrai que quand j'écoute des chansons de David Bowie, je me rends compte que c'est lié à plein de petits événements de ma vie, quoi. C'est-à-dire, les booms, forcément dans les années 80, enfin boom puis soirée, quoi. J'ai découvert tardivement après plutôt ses débuts, mais c'est vrai que et quand il est mort, alors déjà j'ai chialé ma race, et du coup après en parlant même sur les médias et tout, j'étais là, c'est vrai que ça me fait quelque chose. Et même là encore, je sens qu'il y a un petit machin qui monte. Il y a une émotion. Non, on va pas que vous lâchiez la rampe. Alors allez-y, Jérôme Goulon. Alors on poursuit cette chronique, un changement de registre avec de la littérature, puisque quand on vous demande quel est votre livre ou votre auteur préféré, vous nous citez notamment Victor Hugo. Alors Victor Hugo, qui très jeune se destinait à un avenir dans l'écriture, en 1816, alors qu'il a à peine 14 ans et qu'il vient d'entrer en pension, il commence à écrire tout seul, en autodidacte, à 14 ans, et malgré son jeune âge, il montre une ambition démesurée, puisqu'il déclare, rendez-vous, il a 14 ans, il déclare « Je veux être Chateaubriand ou rien du tout ». Alors pour satisfaire cette ambition, un an plus tard, en 1817, à l'âge de 15 ans, il participe à un concours de poésie organisé par l'Académie française sur le thème du bonheur que procure l'étude dans toutes les situations de la vie. Le jury est à 2 doigts de lui décerner le premier prix. Problème, quand le jury, avant de l'âge de Victor Hugo, à savoir 15 ans, il croit à un canular, pensant que le poème a dû être écrit par une personne plus âgée et plus expérimentée. Dans le doute, ce jury ne donne donc pas le premier prix à Victor Hugo, qui doit se contenter d'une simple mention, une sorte de médaille en chocolat. Alors Victor Hugo aura bien évidemment sa revanche sur le destin, puisqu'il deviendra l'un des écrivains français les plus importants de l'histoire, avec des œuvres marquées pour certaines par sa vie. Son premier roman à succès, Le dernier jour du condamné, paru en 1829, est né de la version que Victor Hugo avait pour la peine de mort. C'était déjà les prémices d'un engagement politique, puisqu'il deviendra des années plus tard sénateur puis député. Et puis
autre œuvre majeure de Victor Hugo, les Contemplations, eh bien cette œuvre, elle a aussi été inspirée par la vie de Victor Hugo, ou plutôt un drame. Le 4 septembre 1843, sa fille Léopoldine meurt tragiquement noyée dans la Seine avec son mari après le naufrage de leur barque. Victor Hugo, alors dans les Pyrénées, apprend cette terrible nouvelle par la presse, ce qui l'affecte profondément. Il s'inspirera donc de ce drame pour écrire les Contemplations, dont de nombreux poèmes sont nés suite à ce tragique événement, avant une longue pause et un exil de près de 20 ans, dû à ses opinions politiques. Victor Hugo, dont la vie entière aura donc été marquée par l'engagement. 3 jours avant sa mort, en 1885, il avait d'ailleurs écrit en guise d'adieu « Aimer, c'est agir ». C'est très beau ce que vous venez de nous raconter, Jérôme Boulon. On va poursuivre avec votre livre de chevet du moment, Elisabeth Buffet. Oui, il s'agit des mémoires de Saint-Simon. J'arrive pas à les lire. C'est quand même dur, parce que la langue, elle a quand même beaucoup changé. C'est une œuvre gigantesque, parue donc en 1829 et qui comporte pas moins de 3000 pages dans la version me dites pas ça. Non, mais c'est un beau temps, là, Elisabeth Buffet. Faut pas penser. Alors, vous nous avez confié effectivement que c'était une lecture difficile et on comprend pourquoi. Alors, pour résumer très brièvement, je ne vais pas résumer les 3000 pages. Donc, les mémoires de Saint-Simon, c'est donc une œuvre posthume écrite par le duc de Saint-Simon, écrite entre 1739 et 1749, donc ça a duré 10 ans, et qui couvre une trentaine d'années de l'histoire de France, de 1691 à 1723, peu après la fin du règne de Louis XIV. Alors, considéré comme un monument de la littérature française, le texte a exercé une influence déterminante sur des auteurs tels que Chateaubriand, Stendhal, Balzac ou encore Proust. Alors, comme je viens de le dire, il faut s'accrocher pour s'attaquer à un tel pavé qui fait donc 3000 pages. Il existe bien une version abrégée, mais qui fait perdre toute sa saveur à l'œuvre originale. Pour preuve, ce témoignage d'une lectrice américaine passionnée d'histoire qui a écrit « Je ne peux pas acheter aucun livre. Quelqu'un m'a présenté ce livre dans une version abrégée, mais c'était minable. Je me suis précipité pour trouver le vrai texte et depuis, je me vautre dans Louis, l'auteur. » Alors forcément, on a envie de vous demander, Elisabeth Buffet, qu'est-ce qui vous, de votre côté, vous a donné envie de vous vautrer dans Louis ? Ma famille est de Versailles. Ah, on a tout dit. Donc le château, c'est pareil, a accompagné toute ma vie. On va tout le temps dans les jardins, on va régulièrement le visiter, etc. Donc Louis XIV, je connais pas mal sa vie, et je me dis, c'est pour ça que ça va me faciliter la lecture de Saint-Simon. Et non. Alors si un jour vous retournez dans les jardins du château de Versailles, il y a 2 grands vases dans les escaliers qui sont juste en face, qui ont été faits par mes ancêtres, les Le Goulon, juste pour la petite information. L'autre, il commence à se brosser au passage, tu sais, genre. Eh ben on embrasse les Le Goulot. Voilà, allez au Goulot. On va terminer votre voyage dans votre univers culturel avec une série qui vous a bien plu, Elisabeth Buffet, qui va nous plaire. On change de registre, on va parler de votre série préférée du moment. Il s'agit de Welcome to Chippendales, une série en 8 épisodes, disponible depuis le 22 novembre sur la plateforme Disney+. Alors là, on vous retrouve un peu plus. Oui, il y a des mecs à poil, donc forcément, voilà. Cette série, elle revient donc sur la vie et la carrière de Steve Banerjee, si je prononce bien, le fondateur de la troupe Chippendales, créée, on le rappelle, en 1979 aux États-Unis. Alors, une série qui raconte donc les aventures incroyables et scandaleuses d'un immigrant indien parti de rien du tout et devenu le fondateur du plus grand empire de striptease masculin au monde, et aussi et surtout le père d'un phénomène socio-culturel planétaire. Quelle fille autour de cette table ne connaît pas les Chippendales ? Alors évidemment, tout n'est pas rose. On assiste au dessous peu flatteur donc de la création des Chippendales, cocaïne, magouille et meurtre, 3 mots qui pourraient résumer cette aventure. Alors Steve Banerjee, le fondateur des Chippendales, était en effet obsédé par la richesse et le pouvoir. Il était prêt à éliminer quiconque se trouvait sur son chemin pour assouvir son ambition. Donc ça, c'est vrai. Donc tout ça, c'est vrai. Alors on rappelle, c'était en 79, les mœurs, c'était pas comme aujourd'hui. Et c'est vraiment suicidé et tout. Alors justement, il va connaître une fin tragique, puisque arrêté, condamné pour racket et planification de meurtre, il est retrouvé mort, pendu dans sa cellule en 1994, à seulement 48 ans. Et là, vous soulevez une véritable question, s'est-il vraiment suicidé ? On peut prétendre, même si on n'a jamais eu les preuves, qu'on l'a suicidé. C'est une version probable puisqu'il avait de très nombreux ennemis. Et il fait partie des gens, effectivement, dont le suicide peut être remis en question, même si ça reste la version officielle. En tout cas, comme le disait Victor Hugo, une idée... On revient à Victor Hugo. Oui, c'est bien. C'est bien fait. Steve Banerjee, donc il était capable de tout pour arriver à son but. Et comme le disait Victor Hugo, une idée fixe aboutit
à deux choses, soit à la folie, soit à l'héroïsme. Dans le cas du créateur des Chippendales, c'est la folie qui aura pris le dessus sur son ambition. Et alors moi, une fois, il y a ma production, justement, pour fêter mon Olympia, qui m'a offert un Chippendale, enfin un stripteaseur, on va dire. C'est-à-dire qu'on était en backstage, dans les coulisses, à boire le petit cocktail après le spectacle et tout, j'étais toute contente. Et puis tout d'un coup, la prod, elle me dit, assieds-toi sur cette chaise au milieu, machin, écartez-vous, vous les là. Et puis il y a un mec avec le machin blaster, là, je sais pas quoi, les trucs pour mettre de la musique, qui s'approche et tout, qui met la musique et qui commence à me secouer son paquet sous le pif. Et moi, j'étais hyper mal. J'osais pas. Alors il me prenait les mains pour que je lui mette sur les fesses et tout. Et alors c'est tellement pas moi mon éducation que du coup il a senti qu'il avait un gros malaise et en fait il a abrégé, il a rien fait. Voilà. Donc j'étais dégoûtée qu'il m'ait offert ça. Eh ben écoutez, c'est fou, Elisabeth. Un sac. Mais pour autant, vous aimez bien regarder cette série. Oui, mais parce que l'histoire. Ah oui, parce que. Mais moi, j'aime bien, par exemple, comment il s'appelle aussi le film Magic Mike. Oui, oui. J'adore parce qu'il y a des. J'aime bien voir des mecs à poil quand même quand ils sont bien foutus, parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt. Mais évidemment, Mon voisin, beaucoup moins. Merci beaucoup, J'ai envie de Jérôme dire Goulon. que Benjamin Netanyahou, c'est ce qu'il doit faire pour vous plaire. Un régime. Merci, Jérôme Goulon. Allez, tout de suite, c'est le coup de fourchette de Matt Agabin qui vous croque sur Radio J.